Mondelez est une énorme boîte, une énorme capitalisation qui pèse. Voilà, vraiment une grosse boîte, et donc on va voir un petit peu son activité. Donc ici on est sur le site et vous pouvez voir que elle est vraiment sur la consommation courante avec de nombreux produits alimentaires et boissons. On peut retrouver des marques prestigieuses comme Milka, comme Oreo, comme Belvita que vous connaissez forcément, Original Philadelphia. Et puis d'ailleurs, on a ici un Coca-Cola on the Oreo brands become bestest. Bref, donc voilà, vraiment des grosses marques, des boissons, du chocolat, du cacao, etc. Tout ce qu'il faut pour se régaler. On peut voir que cette boîte est également dans de nombreux pays, notamment la France, puisqu'on voit ici que c'est un des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Et ils sont numéro 1 dans la catégorie des biscuits en France. Donc ils sont présents dans 93% des foyers français, sur tous les canaux de distribution, grâce à des marques emblématiques comme Lu, Milka, on en a parlé tout à l'heure, Belin et Côte d'Or. Donc voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, une superbe boîte. Et ce qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est que en plus de ça, ils font des acquisitions. Et je pense notamment actuellement, ils veulent acquérir une boîte comme HSY qui s'appelle Hershey, qui est une grande boîte aussi américaine qui verse des dividendes depuis plusieurs décennies. Je crois que c'est une aristocrate dividende d'ailleurs. Donc c'est une boîte que j'ai détenue à un moment donné. Finalement, je la trouvais un petit peu molle, donc j'ai préféré m'en débarrasser pour prendre mieux, mais j'ai été ravi de la retrouver du coup parmi les potentielles futures acquisitions. Et bref, ils font des acquisitions comme ça de pas mal de boîtes qui sont bien positionnées sur le marché de l'agroalimentaire. Donc ils fournissent de nombreux centres commerciaux et ils sont vraiment présents un petit peu partout dans le monde. Donc tu l'as compris, il y a plusieurs raisons qui ont pu provoquer cette baisse en 2024 de Mondelez. La première raison, c'est comme tu l'as vu, elle a recours au crédit et forcément avec l'inflation, on a eu des hausses des taux d'intérêt qui ont pu impacter un petit peu l'activité. Mais la deuxième raison dont j'ai envie vraiment de faire un focus dans cette vidéo pour t'expliquer comment parfois on peut allier analyse fondamentale et analyse technique, c'est le prix du cacao. Comme tu le sais, c'est un des ingrédients phares de Mondelez, notamment pour faire des aliments, pour faire du chocolat, Milka, etc. Les marques emblématiques, tu le sais, c'est Oreo, Côte d'Or, etc. Et donc tout ça, ça peut provoquer la baisse en fonction des prix, bien sûr, de la matière première principale, à savoir le cacao. Donc là, je te mets un graphique du cacao, donc tu peux le voir ici, durant l'année 2024, ça a beaucoup augmenté, on a vraiment une grosse inflation de cette matière première, et forcément, tu t'en doutes, si on a un coût de la matière première qui augmente, forcément, ça joue aussi sur les répercussions, soit sur les prix de vente, soit en tout cas sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, et forcément, ça fait baisser l'action qui se valorise un petit peu à la baisse à cause de cette inflation du cacao. Tu rajoutes à ça une inflation des coûts de transport, des coûts de l'énergie, et donc ça pèse sur les finances de l'entreprise. Et puis bien sûr, Mondelez, même si elle a une dominance et fait partie des leaders, pour rester compétitive, elle doit forcément garder des prix compétitifs. Donc elle ne doit pas répercuter ça trop sur les prix des clients pour que ça devienne des produits trop chers et des produits qui deviennent non plus de la consommation courante, mais plutôt des produits de luxe. Donc forcément, ça joue sur les finances de l'entreprise. Donc maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi le prix du cacao est en train d'exploser à la hausse depuis plusieurs mois. Donc il y a les raisons numéro 1. Raison numéro 1, c'est les conditions climatiques qui sont défavorables. Donc notamment la sécheresse, donc les principales régions productrices du cacao comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana ont été touchées par cette sécheresse. Il y a eu des pluies qui ont été également, qui est dû au changement au changement climatique. Moins de cacao récolté et forcément moins d'offres du coup sur le marché, forcément une inflation du coup du prix. C'est le principe de l'offre et la demande. Si tu as moins de cacao disponible, le cacao va être vendu plus cher car il y a toujours des acheteurs derrière. Tu rajoutes à ça une augmentation pour le coup de la demande mondiale. Donc les amateurs de chocolat ne manquent pas dans le monde, ça ne cesse que d'augmenter et notamment en Asie, et on a vu que l'entreprise justement, elle avait pas mal de clients asiatiques. Tu peux rajouter à ça des problèmes socio-économiques, notamment les fermiers qui cultivent le cacao commencent à se tourner vers d'autres cultures plus lucratives parce que ça rapporte pas assez car ils sont sous-payés. Et enfin, un dernier point, c'est la spéculation des marchés. Donc forcément, certains investisseurs parient sur la hausse des prix du cacao, ce qui amplifie la hausse des prix et forcément ça joue sur les bénéfices de notre société Mondelez.
Donc face à ça, qu'est-ce que la société peut faire? Elle peut faire trois choses. Augmenter ses prix, du coup pour maintenir ses marges, mais au risque de faire fuir certains consommateurs parce que les produits vont devenir trop chers. Deuxième possibilité, trouver des alternatives et optimiser ses processus pour réduire les coûts de l'entreprise. Donc tu peux avoir des coûts qui augmentent d'un côté mais qui se réduisent de l'autre, du coup ça permet d'avoir un équilibre. Et la troisième raison, c'est investir davantage dans des pratiques durables pour sécuriser leur approvisionnement en cacao. Et puis un dernier, toujours par rapport à du cacao qui a provoqué entre guillemets sa rareté, c'est qu'il y a pas mal de plantations qui ont été touchées par des maladies comme ce qu'on appelle la pourriture brune et du coup ça a réduit entre guillemets la production et la récolte. Et en plus de ça, tu rajoutes qu'en Côte d'Ivoire, tu as eu des exploitations qui ont été détournées pour être converties en activités minières. Du coup, ça a diminué aussi la superficie des productions, des plantations de cacao. Et pareil, du coup, ça entraîne moins d'offres pour pouvoir contenter tout le monde dans le monde. Donc ici en quelques chiffres on peut voir que c'est présent en Europe, aux États-Unis. Donc en Europe on est à 36%, aux États-Unis qu'à 26% finalement, 21% en Asie qui peut être un marché en croissance, même si actuellement c'est plutôt en train de freiner au niveau de l'Asie, notamment de la Chine, mais ça peut revenir. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et donc on trouve plein de choses, des biscuits et collations, du chocolat, des gommes et bonbons, du fromage, des épiceries et bien sûr des breuvages. Au niveau des finances, pour faire très rapide, en 2023 mais qui est globalement très stable et constant. On a du cash flow qui augmente, on a des bons bénéfices par action. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? C'est les marges. Donc les marges en moyenne elles sont aux alentours de 10%, on va dire 10 à 15% maximum. Les marges nettes également de 8 à 13%, ça revient à peu près au même. Le retour sur capitaux propres est assez élevé. En 2023, il était à 17%, ce qui est pas mal pour cette industrie. Sinon, on est aux alentours de 10%. En termes de moyenne, c'est plutôt du 10%. Ce qui est pas mal pour l'industrie agroalimentaire. On voit ici que les intérêts d'emprunt sont bien couverts, donc ça donne une bonne gestion, je pense, de la dette, parce qu'ils empruntent. On va le voir qu'ils ont ici un ratio dette sur EBITDA qui est quand même de 3,3, qui est un petit peu élevé, mais comme ils ont beaucoup de cash, ils ont vraiment beaucoup de cash, d'ailleurs on le voit ici, dette sur capitaux propres, ils ont beaucoup plus de capitaux propres qu'ils ont de dettes, donc ils peuvent rembourser leurs emprunts. NDLZ croissant de plus 5% par an depuis 2020. Régularité. Cela permet à l'entreprise d'avoir une marge de sécurité même par temps d'inflation des matières premières et logistiques. Donc on peut voir ici d'un point de vue analyse chartiste que c'est une boîte qui est plutôt en baisse sur l'année 2024 puisqu'on est dans un range en réalité entre deux niveaux psychologiques du prix. Donc là on a une bande haute où l'action est considérée comme surachetée et une bande basse sous-évaluée. Alors bien sûr ça pourrait aller encore plus bas, on n'a jamais de garantie que ce niveau va tenir, mais vous voyez que j'ai pris une ligne, vous voyez ici à l'écran, et j'en ai également pris sur le portefeuille du Druide en mode passif pour du long terme. Donc je pense que là on est déjà sur un bon niveau d'achat et il est possible de moyenner à la baisse si jamais ça chutait encore beaucoup dans le futur. Donc là on est sur une baisse de moins 20% au moment de mon achat, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. On peut noter que c'est en range depuis l'année 2024. Si je vous montre ça sur un graphique ici en mensuel, on voit que sur le long terme c'est plutôt très haussier et que là c'est vraiment l'année 2024 où on est en train de faire des fluctuations alors qu'on est en bull market en plus cette année. Et bien voilà, c'est en range. Mais en réalité je pense que dans une tendance très long terme et très haussière, c'est juste une pause, un escalier avant que ça reparte de nouveau en croissance dans le futur et peut-être même dès 2025.